Dans son avant-propos au rapport financier, M. Bargeton, l'adjoint aux finances, nous explique que la ville n'a pas dévié de sa stratégie financière. Et en effet, et j'ai envie de dire, c'est bien le problème. C'est en effet avec une grande constance que l'exécutif municipal fait année après année le choix de la dette. Et le nom de cette stratégie, c'est un peu après moi le déluge. La dette a augmenté en 2016 de 11,2% par rapport à 2015, passant de 4,64 milliards à 5,159. Depuis 2011, l'augmentation atteint 80% et en 2020, je rappelle que l'encours de la dette prévue est de 7,5 milliards. Alors, j'avais souligné déjà l'année dernière, parce que nous non plus, nous ne varions pas dans notre critique, malheureusement, un tel rythme de croissance de la dette correspond à ce que les États européens ont connu au pic de la crise financière, lorsqu'il fallait renflouer de tous les côtés, que l'urgence exigeait des dépenses exceptionnelles et que les recettes étaient en chute libre. Et vous, cette situation d'urgence, ce régime de situation d'urgence, vous en faites un régime de croisière de la ville de Paris. Alors, vous répondez toujours la même chose après année en vous félicitant que l'endettement de Paris reste bien inférieur à celui des autres grandes villes françaises. Alors, cette année, j'ai un peu envie de marquer le coup en vous disant que et nous en avons assez de cet argument, qui est un argument fallacieux. Alors évidemment, se prévaloir d'abord de la turpitude des autres pour minimiser ses propres manquements, ce n'est pas le sommet de l'élégance morale. Mais surtout, cet argument du fait que les autres villes seraient plus endettées que nous consiste à comparer ce qui n'est pas comparable. Parce que Paris est une ville qui bénéficie structurellement de ressources qui n'ont absolument rien à voir avec celles des autres grandes villes françaises. Les recettes de fiscalité immobilière en 2016 ont atteint 1 274 milliards d'euros. Et la contribution de Paris à la DMTO nationale, c'est 10% de la DMTO nationale. C'est absolument sans comparaison avec ce que peuvent percevoir les autres collectivités qui se partagent les recettes générées par les transactions immobilières dans les autres grandes villes. Les recettes de DMTO à Bordeaux, c'est 18 millions d'euros, à comparer aux recettes de fonctionnement de cette ville qui sont de plus de 370 millions d'euros. Donc la contribution de la fiscalité immobilière à Bordeaux aux recettes totales de fonctionnement, c'est moins de 5%. Ça n'a absolument rien à voir avec... Oui, mais bien sûr, il y a la part département... Non, mais pas du tout, parce que je parle des recettes de fonctionnement, donc je compare tout à fait ce qui est comparable, parce que les recettes de fonctionnement, elles incluent le département aussi à Paris. Donc l'argument n'est absolument pas faux. Et même si je rajoute la contribution départementale... Non, c'est absolument pas... Non, c'est... Monsieur Bargeton, vous corrigerez lors de votre intervention. L'argument est tout à fait pertinent. Et il corrigera plus tard. Si j'inclus la part départementale au droit de mutation pour Bordeaux, j'arrive au même type de raisonnement. Donc, en un mot, si la structure de recettes de la ville de Paris était la même que celle des villes de Bordeaux et de Lyon, par exemple, eh bien, Paris ferait beaucoup moins bien en termes d'endettement, donc ce n'est absolument pas un argument. Le deuxième argument dont vous félicitez, consiste à dire que l'épargne brute à Paris est très bonne. Mais l'épargne brute à Paris, cette année, elle n'est bonne qu'à la faveur, et ça a été déjà souligné par les autres orateurs, du tour de passe-passe qui consiste à inscrire en section de fonctionnement le produit des loyers capitalisés. Donc, en résumé, votre stratégie, elle fait peser sur l'avenir de lourdes menaces, parce qu'il y a 3 facteurs à court ou moyen terme qui sont susceptibles de transformer le carrosse en citrouille. Premier facteur, la remontée des taux d'intérêt qui alourdirait considérablement le poids de cette dette galopante. Deuxième facteur,
qui est très prévisible, et ça a été dit par Éric Azière, le refus de l'État d'autoriser plus longtemps le tour de passe-passe comptable avec les loyers capitalisés. L'autorisation qui vous a été donnée, elle a été donnée pour 2017, mais en 2018, il est assez probable que la plaisanterie s'arrête. Et puis, troisième facteur d'incertitude, même si à court terme il est moins à craindre, c'est le retournement du marché immobilier et donc la baisse de ces droits de mutation exceptionnels que nous percevons. Donc il est encore temps de changer de stratégie et c'est ce que nous vous demandons instamment de faire. Je vous remercie.